Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lula. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce contexte sanitaire est très prenant et beaucoup de pression parfois. Vous arrivez quand même à bien le gérer. Ce contexte n'est pas simple. Mais en tout cas, comme l'a annoncé le président, à partir du 15 mai, on devrait commencer à se sentir un petit peu les choses aller de mieux en mieux. On espère que la vaccination va vraiment bien se faire. En tout cas, prenez soin de vous, protégez-vous, c'est très important. On va nous parler de musique pour voir si cette musique, justement, non pas adoucit les mœurs, mais permet de nous accompagner dans ces moments difficiles. C'est dans Causement Réunionnais. On a, pour parler musique, le jeune Angelo. Bonsoir. Angelo, la question c'est comment la musique permet à un jeune aujourd'hui d'avoir un élément de plus pour l'accompagner dans son évolution. La musique, en fait, la musique, c'est une vibration. La musique, ça permet, en fait, d'accompagner une personne dans une vie. Quand, par exemple, tu te lèves le matin, tu entends les oiseaux qui chantent. Les oiseaux, le fait de chanter, en fait, c'est une musique. Et ça amène une bonne humeur chez les personnes. Et là, dans le contexte actuel, la musique, c'est bon pour accompagner les gens. Et justement, cette génération, la génération d'aujourd'hui et celle qui est la vôtre, oui. On a un contexte musical extrêmement développé par rapport à il y a 40, 50 ans. Qu'est-ce qui fait que cette musique aujourd'hui a une place importante? On voit les jeunes sur la route, sur le chemin, avec le casque, avec les oreillettes, avec la musique. On a l'impression qu'il ne vit qu'accompagné de la musique. Oui, c'est vrai, ça, c'est une bonne question. C'est que quand on regarde aujourd'hui, dans les années 30, les années 40, les années 50, les gens n'avaient pas cette technologie d'avoir les casques. Il n'y avait pas cette technologie, en fait, d'avoir la possibilité d'écouter de la musique sur son téléphone. Et je souris parce qu'il y a quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé ces jeunes avec le gros poste de radio, qui passait également des cassettes, avec des bandes, hein, et qui portaient leur musique sur leur épaule. Dans les années 90, on voyait ça surtout pour les images pour les Noirs américains dans Harlem ou dans Brooklyn. À Brooklyn. Et ils avaient déjà la musique ou alors, pour ceux qui avaient des voitures, ils mettaient des baffes, mais d'enfer dans la voiture. Et on voit que la musique, pour certains, c'était vraiment quelque chose de... Ils ne pouvaient pas vivre sans, quoi. Ils ne pouvaient pas vivre. En fait, la musique, c'est comme si ça les accompagnait. Peut-être il y avait une souffrance. Et du coup, la musique, ça permet de dégayer leur journée. Ça permet de mettre de la lumière dans leur journée. Et en fin de compte, quand tu regardes bien le rythme, on montre vraiment que le rythme a une répercussion importante chez une personne ou dans une communauté. Et la musique, ça permet de rassembler. Alors, rassembler, si on fait un peu l'histoire, il y a les champs de coton de Virginie, il y a les champs de canne de la Réunion, pour le Maloya, le gospel pour les Noirs américains, pour les Africains qui débarquaient ici à la Réunion comme esclaves, il y avait les champs de canne. On se rend compte que malgré la souffrance, la misère, les conditions de vie, la musique restait quand même cette force qui portait, cette énergie, cette vibration qui permettait à l'être humain de mettre un pied devant l'autre, de continuer. Oui, la musique, en fait, c'est une nourriture, ça les nourrit, c'est comme un carburant. C'est un carburant pour permettre les gens qui sont dans la souffrance ou dans la tristesse de continuer à marcher et de dire que, voilà, malgré la difficulté, nous avançons quand même. Nous avançons et la musique les accompagne. Et juste avant de dormir, ils chantent cette chanson et ça les rassemble. Alors, la musique les accompagne. On va voir ça lorsque, dans le monde, sort le baladeur. Ces jeunes avec leur petit baladeur, ils mettaient la cassette dedans, et après, ils mettaient le casque et ils faisaient le tour
le tour de la Terre pour imager. Et on voit que certains, là, ça commence, ces gens qui avaient cette passion de la musique ou ce besoin de la musique d'être toujours la musique dans les oreilles. Ouais, ça les accompagne partout où ils partent, c'est portatif, mais c'était une nouvelle technologie. Parce qu'avant, on écoutait la musique uniquement dans la maison, ou dans les boîtes, ou dans les champs de coton, et le fait qu'il y ait eu le baladeur. Maintenant, on peut écouter une chanson dans le bus, partout où on y va. Ça, c'était vraiment une innovation vraiment importante. Et du coup, ça a permis, en fait, peut-être de développer, en fait, certains types de musique. Il y a deux choses lorsqu'on a commencé à inventer cette façon d'écouter de la musique, avoir le baladeur. Aujourd'hui, on prend le portable. Le portable, aujourd'hui, il y a tout dedans. Ouais. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que d'une part, ce besoin d'écouter la musique avait deux choses. Un, la personne vivait dans sa bulle. Oui. Et de l'autre, qu'on le veuille ou pas, il y avait cette réalité, cette rupture de communication avec son environnement. Voilà, il y avait une rupture, mais aussi les gens qui écoutaient de la musique, ils étaient fixés. C'est-à-dire, par exemple, il y avait une cassette ou bien un CD par exemple, de Aretha Franklin, mais ils écoutaient que Aretha Franklin. Oui. Ils s'évadaient pas, en fait, sur plein de musique instantanément. En fait. Sauf s'ils faisaient leur cassette. Voilà. Ils mettaient les chanteurs qu'ils avaient envie d'écouter. Voilà. Tandis qu'avec le téléphone aujourd'hui, en fin de compte, s'ils partent par exemple sur YouTube ou Spotify ou Dotmark, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent en fait, ils choisissent tout. Mais est-ce que ça, le fait d'avoir la possibilité d'écouter tout style de musique en fait en espace de 2 minutes ou 5 ou 10 minutes, est-ce que c'est pas bon en fait, je sais pas. Il y a une chose, Angelo, qu'il faut se dire, c'est que la question, il y a le contexte sanitaire. Aujourd'hui, les gens se sont refermés. Plus qu'avec le baladeur, plus qu'avec la musique, les gens se sont refermés sur eux-mêmes. La musique a servi aussi à ça. Oui, ouais. Comment un jeune comme vous, aujourd'hui, vit le fait que, justement, la musique a beaucoup apporté, mais en même temps, la musique a aussi aidé à séparer les gens, à distancer les gens, à faire en sorte qu'on n'est plus connecté comme avant. Ouais. Moi, ce que je fais, en fait, quand j'écoute de la musique, oui, j'écoute de la musique dès que je peux. Par exemple, si tu écoutes une musique comme Miles Davis, tu écoutes une musique de Miles Davis, quand tu entends le son de la trompette, ça fait du bien. Et quand tu croises une personne dans la rue, cette son de trompette-là, ça t'adoucit. Mais de toute façon, tout ce qui est la musique de l'après-guerre, des années 50, oui. 60, 70, 80, tout ce qui est la trompette, le saxophone, la guitare aussi. Oui. Je veux dire, ce qu'on appelle la musique en cuivre, oui. Chez nous, oui. Quand on écoute, on entend chaque instrument. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Donc on écoute chaque instrument et on écoute le chanteur qui chante. Oui. Mais quand on regarde la musique faite par l'électronique, c'est difficile d'écouter les instruments en même temps. La musique électronique, pour moi, sincèrement, j'aime pas. Voilà, sincèrement, je préfère la musique avec les vrais instruments. C'est-à-dire, la musique électronique, les notes, c'est des notes fabriquées par des machines automatisées. Tandis qu'avec les instruments, là, tu as vraiment, par exemple, la guitare qui fait partir du bois. Tu sens vraiment, en fait, la nature. Quand on entend Gillespie à la trompette, quand on entend Armstrong, oui, pareil, je veux dire, c'est de la musique. Oui, c'est de la musique. C'est de la musique. La trompette mise en avant, on entend vraiment bien, en fait, la musique. Pour moi, quand tu entends Stan Getz, Gillespie... Baby King, quand il prenait, quand on voit qu'il allait le souffler dedans, il se préparait, il y avait cette préparation de physique et psychologique de faire de la musique. Oui, mais c'est ça, moi je dirais que plus qu'on va, peut-être, je sais pas, peut-être j'ai trop poussé, plus qu'on va dans le temps, plus qu'on va en décadence. C'est-à-dire... Et regardez la référence de Stand By Me. Oui. C'est pareil, quand ça commence, c'est un peu, je vais dire pas lancinant, mais ça met du temps pour démarrer. Il y a un note, il y a un blanc, il y a
C'est la musique a un sens quelque part. Oui, la musique a beaucoup de sens. C'est que, par exemple, quand il fait son intro, il va tout doux. Il accompagne cette personne déjà dans la musique. Tandis qu'aujourd'hui, la musique, c'est boum, 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 boum. Ça rend un peu, on va dire, agressif. Et peut-être ça va rendre aussi la société agressive. Donc, le fait d'écouter de la musique, un petit peu de jazz, par exemple, même le cigare aussi, on peut écouter. Mais c'est bon, en fait, pour calmer son comportement, rendre calme. On a besoin d'apaisement. Et quand tu écoutes, par exemple, la musique Stan Getz ou peu importe Georges Gilberto, tu entends vraiment l'esprit de l'instrument fait compte. C'est-à-dire, l'instrument, il parle. Il parle. Alors, Gilles comment il y a Georges Gilberto Gilles. C'est le Brésilien dont on parle? Voilà. D'accord. Voilà. Alors lui, il a été ministre au Brésil, oui, je crois. Oui, ministre de la Culture, je crois. Voilà, et il est revenu à la musique un peu plus maintenant. Oui, oui. Il a joué avec des grands. Il a joué avec des grands, mais sans doute que je pense qu'en tant que ministre, il voyait que la musique, ça lui manquait. Il est venu à La Réunion, d'ailleurs. Ah bon? D'accord. Ouais, il est venu à La Réunion et on a eu l'occasion de le rencontrer. D'accord. Mais sa musique, en fait, quand tu regardes, par exemple, la musique avant à aujourd'hui, c'est les notes. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus d'accords quand tu regardes les chansons d'avant que par rapport à aujourd'hui. Si tu regardes, par exemple, la chanson de Denali, de Charlie Parker, tu vois qu'il y a énormément de notes. C'est cadencé, ça va vite, tu vois. Oui, parce que c'est pas de la musique écrite, généralement, c'est fait à l'oreille. Oui, improvisé, écrit, ouais. Voilà. Et j'allais faire une analogie avec Henri Madoré, qui lui, carrément, changeait parfois les paroles de ses chansons parce que il les écrivait pas, il les notait pas. Donc il n'avait pas cette il a improvisé. Il a improvisé à chaque fois. D'accord. Et il lui arrivait de changer les notes. Ah oui. Mais il y a beaucoup de musiciens qui font ça. Quand tu regardes par exemple les paroles aussi d'ailleurs. Voilà les paroles, par exemple les partitions. Dans les partitions, les notes sont écrites. Il y a la note, la blanche, la croche, le triolet, etc. Du coup, tu es obligé de respecter les notes dessus. C'est les classiques, il y a d'autres styles aussi que ça. Mais quand tu regardes la musique, quelqu'un qui joue sans partition, il va travailler plus son esprit créatif. Il va amener en fait à faire des notes que c'est pas écrit forcément dans la partition. S'il joue par exemple, les accords sont do, sol, la. Ben, si lui, en fait, compte, s'il n'a pas de partition, il va être tenté, en fait, s'il fait un solo, à sortir de là. Il peut faire, par exemple, un do, sol, la, si. Il revient sur un la. Et le si, il va faire un tiers de temps. Tu vois? Du coup, comparé à la musique électronique, la musique d'aujourd'hui, il y a moins d'accords, moins de notes. On va rester en général sur deux accords. C'est un petit peu comme les Sega au départ. Voilà. Les Sega au départ, on avait des notes assez simples et qui revenaient souvent. Oui, voilà. Ouais, il y avait certains Sega qui revenaient par exemple un sol avec un reset, un resetième. Après, on vient sur un do, on vient un sol. Après, il y avait beaucoup de Sega comme ça. Après, il y avait certains Sega comme il y avait beaucoup d'accords, comme Tika Zampaï. Oui. Ça, il donne poilé, ça. C'est Luc Donat, ça, je crois. Oui, voilà. Je ne sais plus c'est de qui, mais ça, il donne poilé, ça. Oui, de toute façon, quand on regarde, ça revient toujours. Hein, c'est les mêmes. À l'époque, il n'y avait pas d'exigence non plus. Et puis le Sega était en train d'évoluer. Mais quand on regarde, on prend le Sega de Pierre Roselli, Dépêche Mimi, c'est pour danser, quoi. De toute façon, il fallait la chanson même. C'est Dépêche Mimi pour aller danser, c'est pour aller à un mariage ou quelque chose comme ça. Et là, on voit bien que c'est pour mettre dans l'ambiance. Ouais, pour faire la fête. Mais pour moi, on va dire, je dirais que la musique d'avant était plus recherchée au niveau des accords, au niveau des paroles. Pour moi, en fait. Tandis qu'aujourd'hui, on simplifie en fait les mots, on mélange français avec l'anglais. Si on regarde les orchestres d'avant, il y avait toujours un moment où la batterie faisait un solo, la guitare faisait un solo, et il y avait ces moments d'improvisation. Oui. Et chacun, dans ce qu'il ressentait, dans ses vibrations, faisait ce solo. Oui. Et
C'est ce qui a donné aussi au groupe de Sting, à des chanteurs à des groupes de faire des moments comme Freddie Mercury à son époque, il y avait des moments où vraiment on entendait la basse. Voilà. Oui, comme tu disais tout à l'heure, en fait, entendre les autres instruments. Il y a la batterie, la basse. En fait, ça groovait, en fait. On entend bien, en fait, quand tu regardes par exemple la chanson de Pink Floyd, Wow, on entend les instruments, on entend la voix aussi. C'est-à-dire, comparer la musique la musique robotique, la musique MAO, musique assistée par ordinateur, je trouve qu'avant, on entend mieux le son, en fait compte. Mais après, je dis peut-être qu'il y a eu un certain type de génération d'ingénieurs. Et du coup, puis, il y a aussi une bonne répartition entre les paroles et la musique. Il y a un moment, le chanteur laisse les artistes, les instrumentistes jouer et qu'on les entend. Aujourd'hui, c'est plus le chanteur qui se met en avant avec les paroles. Oui. Ça, on le voit parce que c'est quelque chose que j'ai vu déjà en concert. Goldman, il laisse la musique, quand il a fini ses paroles, tu entends la musique derrière. Oui. Il laisse le temps à la batterie, à la guitare, c'est une chanson que je voudrais vous revoir. À la fin, il joue un instrument qui ressemble à du pipeau. Et ça va durer pendant 2-3 minutes. Alors que la chanson est terminée. Il chante plus. Mais il va donner le temps à ceux qui font cette musique-là de s'exprimer. Donc, quand tu regardes aujourd'hui, il y a des émissions comme The Voice, par exemple. Il y a des émissions, ils vont mettre uniquement en avant la voix. Oui. The Voice. Voilà, ils mettent uniquement la voix. C'est-à-dire, ils mettent en second plan, vraiment en dernier plan, en fait, compte les gens qui jouent les instruments. Ceux qui accompagnent. Ceux qui accompagnent, parce que s'il n'y a pas ces gens-là, qui fait cet accompagnement, mais il n'y aura pas de... Le chanteur va chanter tout seul pendant 5 minutes. Mais il faut ces accompagnements, il faut mettre en valeur les instruments. On le voit, on l'a vu le week-end de Pâques, on l'a vu. Il y a Eden qui a écrit une partition sur les 7 dernières phrases que Jésus a dit sur la croix. D'accord. Et il a fait une partition là-dessus. Il a créé une musique sur ce moment-là. D'accord. Les 7 dernières phrases de Jésus sur la croix. D'accord. Ah ouais. Pour Pâques. Et lorsque on écoute Eden, on écoute cette musique d'Eden, c'est impressionnant de voir comment il arrive à faire ressentir. Bon, d'une part, on connaît les phrases que Jésus a prononcées sur la croix. Oui. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut garder en mémoire. Mais c'est vrai, la musique nous fait revenir ces phrases presque dans l'ordre. D'accord. Oui. Parce que ce que Jésus a dit sur la croix, quand il a dit, par exemple, tout est accompli. Ça, c'est la dernière phrase. Voilà, la dernière phrase. Oui, non, je crois que c'est entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà. Donc, cette phrase-là, est vraiment dans cette musique-là, et c'est à ce moment-là qu'il meurt aussi, Jésus. Donc, Mais tu vois que là, par exemple, dans cette chanson que tu parles là, il fallait l'instrument. Il fallait des musiques derrière pour pouvoir mettre en avant parce qu'il faut qu'on ça va en fait à l'unisson. Tout en harmonie. Il faut qu'il y ait les instruments et les paroles de la chanson. Et avec tout ça là, ça fait un bloc. Il y a plus de répercussions. Ah bon, pour ça. Mais après, tu as des chansons avant, par exemple le gospel, par exemple, au début, ils n'avaient pas d'instruments. Ils chantaient comme ça. La voix grave. Le premier instrument qu'ils ont utilisé, c'est la main. Les mains. C'est ça qui rythmait déjà au départ le tempo. Et puis pour démarrer surtout. Ouais, voilà. Mais comme tu vois déjà, la voix, c'est un instrument. Les mains, c'est un instrument. Les pieds, c'est un instrument. Claquer aussi les doigts. Oui, claquer. 1, 2, 3, 4. Après, on commence la chanson. En fait compte, le corps humain est un instrument. Oui. Le corps humain. Quand tu vois, par exemple, les quartets, quand tu joues à la musique, par exemple, quand ils commençaient... Tu vois, il claquait les doigts. Et du coup, quand tu regardais dans les films, dans les reportages,
Ils étaient beaucoup, quand ils chantaient, ils n'avaient pas d'instrument. Ils tapaient la main, ils tapaient les pieds. Ouais. Et après, tu avais aussi l'instrument avec les pieds, Mhm. tu vois. Et le corps, il parle quand on regarde bien. Le Oui, corps. là, le corps s'exprime beaucoup parce que le corps suit le rythme ou imprime le rythme à la musique. Voilà, voilà. Et là, quand on regarde nos artistes, hein, Ouais. que ce soit Madoré, que ce soit Peters ou Jules Arlanda, Narmine Ducap, bah, eux aussi, ils essayaient de trouver ce rythme-là, Ouais, d'abord dans les notes, avant d'écrire le texte. ouais, ouais. Mhm. D'accord. Parce que la question, c'est d'abord de créer la musique. Oui, créer la mélodie. Ouais. Après, mettre les notes par-dessus. Et après, parfois, c'est plus facile pour certains Oui. d'avoir des paroles, de trouver la musique. D'autres, c'est de faire la musique, après de mettre des paroles dessus. Mhm. Chacun a sa façon de... Tout dépend de l'inspiration, Ouais. en fait. C'est vrai qu'il y a des artistes qui préfèrent d'abord la mélodie, après les paroles. Après, il y a d'autres qui préfèrent mettre les paroles avant, après mettre la mélodie par-dessus. Ça touche, ça vient de chacun. Chacun ressent la musique à sa façon. Mais une chose que on aura à développer et à revenir dessus, c'est que le Sega a quand même permis un large éventail Ouais. de dire je peux faire ça. Ouais. Je crée et je mets ce rythme-là. Et quand on regarde dans le Sega, de Benoît de Boulard à Emmanuel Ivara, les rythmes sont quand même multiples. Hein. Oui. C'est ça qui est bien que le Sega, qui vient du mot Tchega. Et en fin de compte, On va juste préciser que Tchega vient du mot, c'est un mot du Mozambique. Voilà, Mozambique. Ouais. Et donc, en fait, quand tu regardes bien, dans le Sega, c'est riche. C'est vraiment riche, en fait. Et moi, je suis heureux, en fait, de naître dans une île comme ça, avec entouré de plein d'instruments. Et du coup, ça permet pour des personnes qui veulent s'initier à la musique de pouvoir essayer plusieurs choses. Alors, on reviendra sur l'étymologie du mot Sega, parce que pour certains, le mot vient de Madagascar. Pour d'autres, vient du Mozambique. Donc, on aura l'occasion de revenir sur cette étymologie et de voir un petit peu comment a été créée d'abord la musique et comment on a fait que ça soit du Sega. Ouais. Mais ça montre aussi que on a des liens beaucoup plus forts avec Madagascar qu'avec le Mozambique, mais il y a quand même à La Réunion des descendants des esclaves du Mozambique, donc Ouais. nous avons également des liens avec le Mozambique. Tout mot a une origine. Il faut juste chercher la racine. Exactement. Voilà, on arrive à la fin de cet échange. Merci. Avec Angelo. plaisir. On aura l'occasion de revenir sur l'étymologie du mot Sega. On le fera Oui. la semaine prochaine. Oui. Ça donnera le temps de bien vérifier ce qu'on va dire. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. En quelle année vous avez commencé comme facteur? Oula, j'ai fait mon concours en 66, mais après j'étais à l'armée entre-temps, mais on peut compter à 68. Hein, voilà, j'ai commencé en 68 à Paris 16. Comment, entre 1968 à, on va dire, les années 90 déjà, comment a évolué ce métier? Ben, il a évolué surtout par les réformes qu'il y a eu de la part de la direction des PTT dans le temps. À chaque fois qu'ils faisaient une réforme, c'était pour reprendre quelques droits qu'on avait. Et bien sûr, ça a évolué. On peut citer quelques exemples. Le facteur, avant, il allait chez les gens. Il allait porter la lettre, etc. Les mandats, l'allocation familiale, les pensions de vieillesse. Aujourd'hui, tout est viré. Ça, c'est pour exemple. Maintenant, la poste elle-même, la direction, elle veut, dans tout le temps qui est passé, elle veut diminuer la masse salariale. Et pour diminuer la masse salariale, ben, elle fait des réformes. Elle fait des réformes. Et là, c'est sur le dos des facteurs, des agents du guichet, et surtout le personnel. Voilà. À partir des années 90, on va dire juste avant, on va dire des années 60 à 90, le facteur faisait presque partie de la famille, toutes les personnes de sa tournée étaient presque sa famille. Le facteur avait vraiment un rôle
particulier. Particulier, oui, effectivement. Ben, on était un peu les confidents et aussi, bon, ben, il fallait rendre service, surtout à La Réunion où il y a une population qui était pas très informée. Et moi, j'étais du côté de Sainte-Rose où beaucoup de gens étaient illettrés. Ben, il fallait tout remplir, il fallait tout, les papiers de sécurité sociale, les mandats d'EDF, tous les paiements qu'ils avaient à faire, que ce soit les cécités ou autre, ben, c'était le facteur qui remplissait les papiers. Et ben, ça crée quand même un lien assez très très proche. Et je vais vous dire, depuis 2002 que je suis en retraite, même maintenant, je suis encore accueilli comme il faut là-haut. C'est ça qui est étonnant, c'est la place qu'avait le facteur. Le facteur payé la facture d'eau, amener les mandats, récupérer, livrer les colis de la Redoute, de Trois Suisses. Vous aviez quand même, le facteur était vraiment impliqué dans la famille, dans la vie de famille. La vie de famille, oui, bien sûr. Et disons que il y a pas seulement ça, mais disons il y a aussi le fait on causait. Tout le monde avait un souci avec qui il pouvait raconter, décharger son cœur, c'était le facteur. Alors on était au courant un petit peu de tous les malheurs. Assez souvent on apportait des solutions en parole, bien sûr, comment faire, comment ne pas faire, etc. Mais maintenant, après, beaucoup de choses restaient sans solution. Parce que là où j'étais, moi, il y avait quand même une grande misère. Et il y avait beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et à ce moment-là, on ne pouvait absolument rien faire. Je me souviens également que le facteur avait droit à une part de gâteau d'une communion, d'un mariage, avait droit à une boisson, Non seulement on avait droit, on était invités. On était invités au mariage. Oui, ça c'était clair. Mais si vous voulez, bon, c'est peut-être pas à dire, mais enfin, moi-même, je transportais les marmites de Piton-Saint-Ouen jusqu'à Bois-Blanc. Je transportais le lundi matin, il fallait faire le contraire, parce que bon, voilà, c'était rendre service, mais on participait un petit peu aux fêtes, mais bon. Vous étiez vraiment dans la vie de famille, je disais. Oui. C'est pour ça que même aujourd'hui, quand je vois des gens là-haut, je sais pas, je suis accueilli, quoi. Je suis vraiment bien encore. Ces gens. Vous restez... Pourtant, ça fait depuis 2002 que je suis en retraite. Vous restez un membre de la famille. Je dirais un membre de la famille. Et pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, le facteur n'est plus ce qu'il était, n'a plus le même statut qu'avant. Disons que moi, je vous dis, par rapport aux réformes qu'il y a eu, il n'y a plus le contact direct, c'est-à-dire qu'on allait payer, par exemple, un mandat, on rentrait, on causait, on payait les allocations familiales, c'est pareil. Il y avait un temps, on rentrait dans les cours, il n'y avait pas de boîte à lettres. Il n'y avait pas de boîte à lettres. On était obligé de porter à chaque client la lettre à l'intérieur. Ou alors, les gens venaient aussi sur le bord chemin nous servir, parce que moi j'étais en camionnette. Ils venaient sur le bord chemin. Mais le fait de rentrer dans la maison, de causer, de boire un coup même aussi, il faut le dire. Et ça nous impliquait franchement dans la famille. Voilà. Aujourd'hui, les facteurs n'ont plus ce statut. Ça a totalement changé. Disons que, bon, déjà, ils ont plus trop le contact avec les gens n'existe presque plus, puisque il y a une boîte à lettres sur le bord de la route, et parfois c'est une batterie qu'il y a dans le village. Là aussi, c'est une réforme qui a été faite pour rallonger tout, économiser du personnel. Il n'a plus le mandat, il n'y a plus de l'argent à distribuer. Donc le contact avec les gens même n'existe plus. Moi-même, mon facteur passe à côté de moi, je ne le connais même pas. Il n'y a plus ce lien-là. Alors, mais le temps évolue. Je ne suis pas contre le distributeur de billets du coin, c'est pas ça. Mais maintenant, on aurait pu quand même essayer de faire en sorte que ces liens restent. Des solutions, il y en a. Je sais pas moi, plein de solutions il y a, et on aurait pu trouver des solutions pour que les gens restent quand même
alliés à leur facteur. Aujourd'hui, quelle doit être la place du facteur dans la vie, dans la société d'aujourd'hui? Comment doit être cette place et comment cette place doit évoluer? Alors, comment il doit évoluer ça honnêtement, je ne sais pas du tout s'il faut répondre là-dessus parce que avec l'électronique, les téléphones, il n'y a plus de lettres d'amour, il n'y a plus de lettres de vœux de bonne année, il n'y a plus tout ça. Alors, on reçoit sur son téléphone ou sur son ordinateur tout le courrier, disons, des factures et tout ce qui s'ensuit. Et à part les contraventions, bien sûr, on reçoit à domicile. Mais bon, c'est comment il va évoluer? Eh ben, il va surtout faire en sorte que, d'ailleurs, la direction s'en occupe pour que le facteur soit rentable à lui tout seul. C'est-à-dire distribuer des publicités pour les commerçants, pour les magasins, etc. Un facteur, il faut qu'il rapporte sa paye au moins au bureau. Et ça, c'est par la publicité. Moi-même, dans ma boîte à lettres, j'en reçois. Demain, la science évolue, la communication évolue. Alors, tout est, comme je vous dis tout à l'heure, tout est sur le téléphone, tout est sur l'ordinateur. On peut pas, il y aura le facteur, il va être presque invisible, quoi, si on peut dire. Voilà.